25 ans. Il a fallu attendre 25 ans pour retrouver l'œuvre de Francis Bacon sur les cimaises d'un grand musée français. La magnifique rétrospective que le Centre Georges Pompidou lui consacre jusqu'au 15 octobre rappelle que le choc est aussi grand aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Cet Anglais, né à Dublin, est un personnage insolite et déroutant. Sa vie est, comme sa peinture, hors norme. Bacon n'a jamais dissimulé ses passions, les hommes, bien sûr, le jeu et l'alcool. Autodidacte, il aborde la peinture avec une totale liberté. Il ne raconte pas une histoire, il projette sur la toile un événement, un drame en un éclair. Sa peinture est directe, musculaire. Il peint ce que Michel Léris appelle la brutalité du fait. Il veut faire la peinture la meilleure du cri humain, car nous dit Léris, il veut nous faire entendre que la réalité de la vie ne peut être saisie que sous une forme criante, criante de vérité, comme on dit. La réalité de la vie, c'est d'être mortel. Il met donc en scène cette violence que la vie fait à l'homme. Il efface les visages, les chairs sont mises à nu. Il les emprisonne dans des constructions impeccables de cercles, de cubes ou de sphères. Sa palette, les couleurs fondamentales, le rouge, l'orange, le blanc, le noir, et toujours une vitre pour les recouvrir, pour unifier, pour mettre à distance. Pour Philippe Solers, dans son livre « Les passions de Bacon », un tableau de Bacon, on le sent plus qu'on ne le voit. On le palpe, on l'écoute. Il va droit au système nerveux. Sa vie, elle dérange, car il a vécu comme il a voulu. Dans ce film, vous allez voir avec quel humour, quelle distance et quelle liberté Francis Bacon parle de son travail et de ses passions. Francis Bacon fut l'un des plus grands peintres contemporains. En 1985, la Tate Gallery de Londres lui fit l'honneur d'une seconde rétrospective. Bacon est né à Dublin en 1909 de parents anglais. Son père était éleveur et entraîneur de chevaux de course. Au début de la Première Guerre mondiale, sa famille vint s'installer à Londres, où son père travaillait au ministère de la Défense. Pendant tout le reste de son enfance, les Bacon firent de fréquents allers-retours entre Londres et Dublin. Bacon n'a pas suivi une scolarité conventionnelle. Il souffrait d'asthme et dut suivre des cours particuliers. En 1925, âgé de 16 ans, Bacon quitta la demeure familiale. Il vécut quelque temps à Londres et voyagea en Europe. Il séjourna à Berlin, alors à l'apogée de sa période décadente. De Berlin, il alla à Paris, où il visita une exposition sur Picasso. Il décida de devenir peintre, mais quand il retourna à Londres, il se fit d'abord un nom comme décorateur d'intérieur. Au début des années 30, il se tourna davantage vers la peinture et Herbert Reed publia sa Crucifixion 1933 dans cet ouvrage majeur que constitue Art Now. Cependant, sa première exposition ne fut pas un succès. Découragé, il peignit de moins en moins et se mit à fréquenter les cercles de jeu. En 1936, Bacon proposa quelques toiles à l'exposition surréaliste internationale. On les lui renvoya prétextant qu'elles n'étaient pas assez surréalistes. Au début des années 40, Bacon détruisit la quasi-totalité de ses œuvres passées. En avril 1945, le monde de l'art fut choqué par une peinture que l'artiste considéra par la suite comme étant sa première œuvre achevée, 3 études pour figure à la base de la crucifixion.
Dans vos premiers tableaux, vous semblez surtout vous concentrer sur la tête et la bouche. Vous souvenez-vous du moment où vous avez peint cette œuvre en 1949? Oui, bien sûr. Et j'ai toujours pensé que j'étais capable de peindre cette bouche avec toute la beauté des paysages de Monet. Mais je sais que j'ai totalement échoué. Pourquoi pensez-vous cela? Quoi? Pourquoi pensez-vous avoir échoué? Je crois qu'il devrait y avoir plus de couleurs. J'aurais dû mieux saisir l'intérieur de la bouche avec toutes ces couleurs magnifiques. Il se trouve simplement que je ne l'ai pas saisi. Voilà une des plus belles peintures au monde. C'est vraiment une des plus belles. En fait, j'étais obsédé par ce Velázquez. Et j'ai fait une grossière erreur quand par la suite j'ai essayé de peindre le cri du pape, car ça n'a rien donné. Je n'ai jamais trouvé la couleur et je n'ai jamais pu rendre le cri assez vibrant. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ça, c'est juste une femme avec... On m'a dit pourquoi avoir peint une seringue hypodermique. J'ai répondu que je voulais que quelque chose soit enfoncé dans le lit, mais que je ne voulais pas y planter un clou. Aussi, j'avais pensé qu'une seringue ferait l'affaire. Et là, on m'a demandé si c'était pour suggérer qu'il s'agissait d'un drogué. J'ai dit non, pas du tout. J'ai juste peint une seringue. Vous avez beaucoup parlé de la déformation de la réalité dans vos tableaux. Celui-ci est-il un exemple de déformation du corps? Oui, je crois. Je ne pense pas que vous ayez jamais vu un corps humain comme celui-là. Je dirais que celui-là a subi une déformation, oui. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, l'homme a besoin de sensations sans s'encombrer de l'objet qui les suscite. Il faudrait diminuer au maximum ce vecteur afin de s'abandonner totalement aux sensations. Est-ce que dans cette œuvre, le vecteur vous gêne? Je pense que c'est une très belle toile et que la sensation qu'elle procure vient de cette belle femme allongée sur son lit. Mais ce n'est pas tout à fait... Voilà ce qui se faisait à une époque. On pouvait se référer à une telle merveille. Moi, quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de faire du concentré, d'avoir une concentration d'images. Eh bien, ça, c'est un désastre. Vous pouvez passer sur celui-là, je crois. Pourquoi dites-vous que c'est un désastre? Ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, je crois que ça ne fonctionne pas. Pourquoi pensez-vous que ça ne fonctionne pas? Je trouve que ça ne cadre vraiment pas. Ce détail-là, au premier plan, n'a pas sa place. Le dessin par lui-même est plutôt bon, mais c'est le reste que je n'aime pas du tout. Ils auraient dû brûler cette toile. Que pensez-vous de l'expressionnisme abstrait à la Jackson Pollock? Je n'ai jamais fait grand cas de Jackson Pollock. Et bien sûr, comme c'est un héros aux États-Unis, cela m'a fait du tort. J'ai vraiment dit des horreurs sur lui quand une grosse américaine m'a demandé ce que je pensais de ses toiles. Et je lui ai dit que moi, j'y voyais comme des petits morceaux de vieille dentelle. Et ça s'est très mal terminé, j'en ai peur. Je n'ai jamais été trop apprécié aux États-Unis depuis. Trouvez-vous des qualités chez Roscoe? Non, c'est quelque chose qui m'a toujours échappé. Roscoe m'a toujours complètement échappé. Je veux dire que j'ai toujours pensé que la peinture abstraite pouvait au moins offrir de belles couleurs vibrantes. Mais en fait, vous savez, il y a une salle consacrée à ces peintures ici. Si vous voulez être vraiment déprimé pour le reste de la journée, allez donc dans cette salle. Je suppose qu'on pourrait dire que dans un sens, c'est une qualité. C'est juste que je hais cette couleur marron-pourpre sale qu'il utilise dans ce genre de toile. Et si je voulais vraiment être déprimé, je n'aurais qu'à passer quelques heures dans la salle consacrée à Roscoe. Je pourrais regarder quantité de ces toiles, toutes dans ce marron, ce serait toujours la même chose. Je pense que ces peintures sont les plus lugubres qui aient jamais été faites. Voici une toile de Van Gogh. Il en disait « J'ai essayé d'exprimer l'idée que dans un café, on peut se perdre, devenir fou ou même commettre un meurtre. » Il a également dit, bien qu'il ait beaucoup apprécié cette peinture, « C'est une des plus vilaines toiles que j'ai faites. » Eh bien, je ne pense pas du tout qu'elle soit affreuse. Je trouve même au contraire que c'est une très très belle toile. Évidemment, je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire au sujet du café, que les gens vont se perdre quand ils vont boire dans un café. S'ils veulent boire et se saouler, pourquoi ne le ferait-il pas? Et je pense qu'une des qualités de ce tableau, de ses particularités, tout au moins à mes yeux, c'est la façon dont il a peint les lumières. Il a peint ces lumières de telle sorte qu'on a l'impression qu'elles tournent autour des ampoules. Sans cela, cette toile n'aurait pas la même intensité.
Quand il dit que c'est une des plus vilaines toiles qu'il ait faites, il est évident qu'il était conscient à l'époque que les gens n'aimaient pas du tout ces toiles, les trouvaient vilaines. Vous avez connu le même type de réaction, non? À vrai dire, je n'en ai pas tellement connu d'autres. Et lui non plus de son vivant, d'ailleurs. Que pensez-vous du fait que les gens disent que vos toiles sont affreuses? Honnêtement, ça me fait très plaisir. Vraiment, je me réjouis de penser qu'ils ne les aiment pas. Je veux dire que cela serait la plus grande condamnation si certains d'entre eux les aimaient. Aussi, je suis beaucoup plus heureux quand ils les détestent. Après tout, cela veut dire qu'elles ont sûrement quelque chose, s'ils les haïssent à ce point. Cette toile est-elle une forme d'hommage à Van Gogh? Non, ce n'est pas un hommage. La galerie d'Hanovre devait faire une exposition de mes toiles en 1958, je crois. Et je n'arrivais pas à trouver un sujet, un thème pour cette exposition. Et soudain, je me suis dit, ça y est, toute l'exposition tournera autour du thème de Van Gogh en route pour Tarascon. Je crois que celle-ci est une des meilleures, la meilleure de la série. Car elles sont loin d'être toutes aussi réussies. Je crois que c'est la meilleure d'entre elles. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez quand vous avez peint cette toile? Je ne ressens rien du tout quand je peins. Il n'y a rien à ressentir. J'aime bien le chien dans cette peinture, mais je suis navré d'avoir mis ce détail au premier plan. Le résultat, il sans doute été meilleur sans ce détail. Je ne sais pas vraiment. J'aime bien le chien. On dirait qu'il s'est allongé là, après avoir couru longtemps, qu'il est exténué. On le devine à cause de sa langue qui pend et de tout le reste. Et j'aime bien sa patte. J'aime bien cette toile, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle est vraiment artificielle. Jamais vous ne verrez une fenêtre comme ça, c'est vrai. Et je pense que plus une toile est artificielle, plus elle est... Après tout, l'art c'est quelque chose de façonné, ce n'est pas naturel. Et plus la toile est artificielle, mieux c'est. Plus elle sera intense. Ce détail au premier plan, qui maintenant vous gêne un peu, l'avez-vous peint en dernier? Oui, je l'ai ajouté à la fin. J'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Je ne pouvais pas mettre un vase de tulipes ou quelque chose comme ça, alors voilà ce que j'ai peint. Mais je pense que j'aurais pu trouver autre chose. J'aurais peut-être pu ajouter une statue grecque ou égyptienne. Le résultat aurait peut-être été meilleur, je ne sais vraiment pas. Vous aimez beaucoup les statues égyptiennes, je crois. Je pense que sur le plan artistique, c'est ce qui se fait de mieux. Je dirais que les statues égyptiennes entre 2500 et 3000 avant Jésus-Christ comptent parmi les plus grandes œuvres de l'humanité. Et ce sont des artisans qui les ont réalisées. Elles étaient en général d'inspiration religieuse. Tout leur art était une tentative de déjouer la mort. C'est l'essence même de l'art égyptien, en fait. Vous pourriez me dire qu'on a toujours essayé de vaincre la mort en laissant des images. Mais en fait, ça ne fait aucune différence. Nous mourrons tous un jour. Et peut-être que nos images nous survivront. Les Égyptiens ont réussi. Et ils paraissent même plus grands aujourd'hui, ou du moins aussi grands qu'ils étaient de leur temps. Enfin voilà, j'en sais rien du tout au bout du compte. Pourquoi aimez-vous tant peindre les silhouettes humaines? Eh bien, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je n'aime pas peindre les paysages. Et cette chose qui traverse le ciel bleu, en fait, elle vient d'une des parques, d'une des furies d'ailleurs, ces déesses grecques du destin. Vous savez, nous sommes tous hantés par les furies à cause de cette immense culpabilité de ce que nous sommes. Je ne suis plus tellement hanté par la culpabilité aujourd'hui, si tant est que je l'ai jamais été. Mais vous aimez beaucoup Échille, n'est-ce pas? Oui, beaucoup, parce qu'il évoque... Je lis Échille parce qu'il m'inspire des images très intéressantes. C'est la raison pour laquelle je le lis. À cause des furies? Pas seulement, non. Pour tout le reste aussi. La violence d'Échille me suggère des images. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la magnifique traduction d'un de ses vers. La puanteur du sang humain me sourit. Quoi de plus étonnant, vous ne trouvez pas? Ces quelques mots évoquent aussitôt des images fantastiques. Par-delà les terres tourmentées, nous avons rangé nos armées. Nos fins vaisseaux écumant les mers en une quête vengeresse. Au pied des remparts, tapis comme un lièvre dans l'attente de l'extase des combats, la puanteur du sang humain sourit à mon cœur.
Alors, combien de temps avez-vous travaillé ici? Oh, des années. 23 ans, je crois. Peut-être plus. C'est un véritable taudis dont personne ne voudrait, mais moi, je peux travailler ici. Sur ces murs, vous pouvez voir mes quelques peintures abstraites, parce que je me sers des murs pour essayer mes couleurs. Et ça vous plaît de laisser tout ça dans cet état? Eh bien oui, je laisse tout comme ça. J'ai déjà essayé de tout ranger, mais je travaille beaucoup mieux au milieu du désordre. Je ne pourrais pas travailler si mon atelier était propre et bien rangé. Cela me serait totalement impossible. Pourquoi, à votre avis? Je n'en ai aucune idée. Le chaos m'inspire des images. En général, je travaille de façon régulière, parce que les gens parlent d'inspiration, mais moi je pense que ce que l'on appelle l'inspiration, ça vient en fait d'un travail régulier. Vous n'avez pas fait d'école d'art? Non, Dieu merci. On m'aurait enseigné toutes ces techniques que je ne voulais absolument pas connaître. C'est vrai, je voulais trouver ma propre technique. Parce que si vous essayez de faire quelque chose de vraiment difficile et de nouveau, vous ne pouvez pas vous servir des vieilles techniques qui ont déjà été utilisées. Vous devez inventer les vôtres. Comment avez-vous appris à développer votre propre technique? En travaillant? En faisant des essais et des erreurs. Simplement en essayant de faire quelque chose. C'est tout. Quand vous commencez une toile, avez-vous déjà une idée de ce que sera le résultat final? J'ai une idée générale de ce que je veux obtenir. Mais c'est en travaillant que l'idée se développe. Et voyez-vous, c'est un problème assez délicat maintenant, car je suis un peintre figuratif et je pense... Je pense qu'on ne peut plus faire d'illustration maintenant, car l'appareil photo ou la caméra font cela bien mieux que vous. Aussi, vous êtes obligé de vraiment vous concentrer. Vous devez... J'avais une idée très claire de tout ça ce matin. Je l'ai noté et je l'ai mis dans ma poche. Je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. Je peux me servir de mon papier? Voilà ce que je voulais dire. Non pas une illustration de la réalité, mais plutôt la création d'images qui sont une concentration de la réalité et une sténographie de sensations. Est-ce que vous commencez par faire une esquisse? Non. Vous attaquez directement la toile? Oui. À la peinture? Oui. Pour quelle raison? Eh bien, je crois que si je commence par une esquisse, je me contenterai ensuite de n'en faire qu'une simple illustration. Aussi, je pense qu'il est préférable d'attaquer la toile directement à la peinture. Ce que vous aimez faire, c'est laisser directement votre subconscient s'exprimer, c'est ça? Oui, enfin, autant que faire se peut. On aimerait, enfin j'aimerais, parce qu'après tout nous ne savons rien de cet océan vaste et profond que nous nommons l'inconscient. Nous espérons, j'espère toujours que les images les plus merveilleuses en émergeront. Et en même temps, cependant, vous croyez à ce qui est parfaitement en ordre, n'est-ce pas? Oui, je crois que mon travail est un chaos parfaitement ordonné. Quand vous êtes devant une toile, comment essayez-vous d'arriver à ce résultat? Quelles sont les étapes qui jalonnent votre travail? Eh bien, en fait, ces images inconscientes que j'essaie, les images que j'essaie de créer, j'ai la sensation que j'ai quand même envie qu'elles soient bien ordonnées. Mais vous ne voulez pas les contrôler. C'est un gros problème. Au début, quand ces images surgissent, vous ne les contrôlez pas. Mais quand elles semblent prendre forme, pour les réaliser, vous devez les contrôler. Mais en les contrôlant, c'est d'ailleurs là que réside toute la difficulté quand vous peignez à l'huile, vous créez une image et elle change constamment. Et ensuite, c'est en fonction de votre instinct et de votre sensibilité qu'elle évolue d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une idée globale du genre de choses que j'aimerais faire, mais je ne sais pas comment y parvenir.
Donc vous avez une idée générale que vous ne voulez pas définir, si ce n'est en la travaillant. Oui, c'est exactement ça. Cela signifie que vous prenez constamment des risques. Eh bien, vous ne pensez pas que c'est nécessaire? Au moins, en tant qu'artiste, c'est ce qu'il faut toujours faire. Je veux dire, sinon vous seriez académicien. Êtes-vous captivé quand vous peignez, ou concentré, déprimé? Êtes-vous dans un état particulier ou bien cela change-t-il tout le temps? Bien sûr que cela change. Comme nos humeurs changent, oui, bien sûr. Mais j'ai une nature assez optimiste. Aussi, je me dis toujours que quelque chose de bien va se produire, de passionnant. Quand vous suivez l'huile, comme vous dites, vous donnez un coup de pinceau dans une direction et cela vous entraîne dans une autre direction. C'est évidemment très dangereux et cela risque de vous entraîner dans une direction que vous n'aimez pas du tout. Que se passe-t-il alors? Cela se produit très souvent. Et à ce moment-là, je détruis la toile. Vraiment? Vous la détruisez? Oui, généralement, oui. Vous ne la nettoyez pas pour la réutiliser? Non, parce que je ne peux pas. Je travaille sur l'envers de la toile, sur la face brute. Et cette face-là, il est impossible de la nettoyer, car elle boit la peinture. Pourquoi peignez-vous sur le mauvais côté de la toile? À une certaine époque, j'habitais Monte-Carlo, et j'avais perdu tout mon argent. Et il ne me restait plus aucune toile. Et donc, j'ai utilisé l'envers de celle que j'avais. Et je me suis aperçu que ce que l'on appelle le mauvais côté, la face brute de la toile, me convenait parfaitement, mieux même. Et par la suite, j'ai toujours peint à l'envers. C'est vraiment un hasard, parce que je n'avais plus d'argent pour acheter les toiles. En quoi cela vous convient-il mieux? C'est un avantage? Oui, ça accroche la peinture. Vous ne pouvez pas gommer ou effacer sur la toile brute. Chaque trait, chaque touche y est porté de manière indélébile. Je sais que parfois vous vous servez d'un chiffon sur vos toiles. Vous utilisez aussi des brosses en chien-dent et qu'également vous projetez de la peinture sur vos toiles. Pouvez-vous nous parler de la relation, je dirais, physique que vous avez avec la toile? Pourquoi est-ce si important de vous battre avec elle en quelque sorte? Parce que si vous avez déjà vu quelqu'un peindre un mur, ou si vous avez vous-même peint un mur, vous avez dû remarquer que la première marque que vous faites, et à l'endroit où le pinceau a fait cette marque, il y a une certaine vitalité. Une vitalité qui est perdue quand vous avez terminé. Et donc vous voulez que cette première marque, que chaque touche soit comme la première? Oui. Et quel est l'intérêt de littéralement jeter de la peinture sur une toile? Je ne l'ai fait que sur très peu de toiles. J'en avais marre de les voir telles qu'elles étaient. Alors j'ai juste jeté de la peinture dessus. Enfin, ça a donné ce que ça a donné. Mais j'aime beaucoup. Y a-t-il une manière de finir une toile ou bien est-ce que vous l'abandonnez simplement? Je sais quand elle est terminée. Mon instinct me dit quand elle est terminée. Je n'ai plus rien à y ajouter. Est-ce que vous travaillez de façon continue sur un tableau ou un triptyque, ou bien pouvez-vous attaquer quelque chose et le laisser 6 mois ou 1 an et y revenir plus tard? Non, en général, je termine ce que je fais. Je travaille très vite et généralement, vous pouvez le voir dans une pièce comme celle-ci, je ne pourrai pas travailler sur les trois en même temps. Alors je travaille dessus séparément et il se trouve qu'elles forment un ensemble. Vous voyez, quand j'ai travaillé sur ces toiles, j'avais une idée générale de ce que je voulais faire. Mais comme j'espère toujours que la chance va jouer en ma faveur, je n'essaie pas de lire mon travail. Je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Je sais seulement ce qu'il signifie pour moi, formellement. Donc vous faites votre possible pour ne pas raconter une histoire? Oui, absolument. Je ne veux pas raconter d'histoire. Je n'ai aucune histoire à raconter. J'aime la rigidité de l'image. J'ai envie de me donner un choc. Maintenant, on peut dire que le choc est une forme d'expression. Mais l'expression de quoi? Ça, je ne sais pas. C'est un choc visuel. Ce n'est pas un choc provoqué par une histoire. C'est juste un choc visuel. Accepteriez-vous l'idée qu'on puisse décrire ce triptyque comme 3 portraits? Si vous le voulez, vous pouvez dire qu'il s'agit de 3 portraits. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Alors que présentez-vous en fait lorsque vous avez terminé? Rien, si ce n'est ce que les gens veulent y voir. Rien.
Une chose qui frappe dans votre atelier et là où vous vivez, c'est le nombre de livres et de photographies. Toutes ces photos sur les murs, et toutes ces photos en général, un peu partout. Pourquoi êtes-vous si attiré par les photos? J'ai observé tous les styles de photos. Des photos d'animaux sauvages, de mouvements, vraiment tous les types de photos. Le genre en lui-même m'importe peu. Les clichés m'intéressent, c'est tout. Et de temps en temps, certains de ces clichés m'inspirent des images. J'ai beaucoup aimé ces photos d'animaux sauvages, notamment. Et je suppose qu'il y a également un autre aspect. Les mouvements des animaux, le mouvement musculaire en lui-même, est sans doute directement lié à ce que j'aimerais faire. Elles sont encore plus fortes que les travaux de Muybridge sur le mouvement du corps humain ou des animaux. Mais je trouve souvent qu'elles sont moins intéressantes que de simples instantanés, que des images prises sur le vif. Est-ce en raison du fait qu'un instantané représente une fraction de seconde précise et rien d'autre, et que ce caractère inaliénable paraît plus réel à vos yeux que quoi que ce soit? Oui, vous l'avez exprimé très clairement. C'est très exactement cela. Le cliché est ce qu'il est et rien d'autre. Et désirez-vous que vos tableaux produisent un effet similaire? Il est certain que j'aimerais que mes toiles expriment le même effet immédiat que l'on trouve dans le cliché de cet animal après la mise à mort. Vous faisiez allusion à Muybridge. Vous vous êtes beaucoup intéressé à son œuvre, à ses études photographiques sur le mouvement qui date de près d'un siècle. Sa décomposition, image par image, nous a donné une vision différente du mouvement. Que trouvez-vous chez Muybridge? C'était le mouvement qui m'intéressait chez Muybridge. Mais il a également photographié des gens difformes et atteint de toutes sortes de difformités intéressantes en elles-mêmes. Mais n'y a-t-il pas quelque chose dans les bandes de Muybridge, cet enchevêtrement de corps déformés? Est-ce quelque chose qui vous fait réagir? Je le crois. Je veux dire, on trouve cela dans la lutte ou dans la boxe. Dans tout ce que je regarde, ce que j'aime, c'est le mouvement, et regarder le mouvement d'un corps. Une photographie peut vous inspirer toutes sortes de sensations, quel que soit le genre du cliché, pornographique ou tout ce que vous voulez. Tout est fascinant. Vous pouvez voir toutes sortes de choses intéressantes et excitantes que vous aurez peut-être la possibilité d'utiliser. Vous vous êtes énormément intéressé à la photographie au rayon X à une époque. Eh bien, je possédais un livre sur la façon de placer un patient en radiographie. Il contenait des choses très intéressantes. Mais cela ne l'est pas en tant que tel. Voyez-vous, pour moi, tout cela constitue simplement ce que l'on appelle, ce que des artistes plus conventionnels appellent un modèle, ou la matière d'un sujet. Ce sont mes modèles et la matière de mes sujets. Je n'ai pas le sentiment d'être créatif. Je fais partie de ces gens qui ont reçu une grande dose de chance. Pourquoi la chance est-elle plus importante pour vous que l'intellect conscient? Parce que j'ai produit des images qu'un intellect n'aurait jamais produites. Le tableau intitulé « Peinture 1946 » résume d'une certaine façon ce qui a fait votre renommée. Et il représente de la chair morte, de la viande.
Dans cette peinture-là, j'essayais de peindre un oiseau tombant dans une prairie. Et les traits de construction que j'avais disposés sur la toile m'ont évoqué ce tableau qui n'avait strictement aucun rapport. Je ne puis vous dire comment le motif est venu, mais il s'est trouvé qu'il venait ainsi. Et je me suis soudain mis à peindre la viande et cette grande image qui est celle d'une espèce de dictateur entouré de viande. Tout cela s'est mis à se développer de la sorte très rapidement. Comment cela s'est-il produit, je l'ignore. C'est l'une des toiles les plus inconscientes que j'ai jamais peintes. Pourquoi de la viande? J'étais frappé par l'aspect merveilleux de ces carcasses extraordinaires qui pendent dans les grandes boucheries, qui pendent sur les murs. Je trouvais leur couleur étonnante, qu'elles sont belles. Vous dites qu'elles sont belles. Beaucoup de gens, en regardant vos tableaux, les considèrent comme des images d'horreur, des images violentes, des images de sang et de mort, et ne les trouvent pas du tout belles. Le tout est de savoir de quelle horreur on parle. Que puis-je faire pour rivaliser avec ce qui se passe chaque jour? Si on lit les journaux, si on regarde la télévision, si vous savez ce qui se passe dans le monde, que puis-je faire qui rivalise avec l'horreur que l'on rencontre? Sauf que j'ai essayé d'en faire des images. Et j'ai essayé de la recréer et de produire, non de l'horreur, mais des images réalistes. Donc, en regardant vos tableaux, on regarde le monde. Oui, je le crois. Après tout, entre la naissance et la mort, cela a toujours été la même chose. Il y a toujours eu cet aspect, non pas un aspect, mais ce qui est. C'est la violence de la vie. Je pense toujours en termes de sensations. Après tout, la vie est-elle autre chose que des sensations? Ce que nous sentons, ce qui se passe. Ce qui se passe sur l'instant? Ce qui se passe sur l'instant. Pensez-vous qu'il existe autre chose en dehors du moment présent? Je ne crois en rien. Nous naissons et nous mourrons, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et que faites-vous de cette réalité? Je n'en fais rien. Je vais à la dérive, c'est tout. Non, Francis, vous essayez de la peindre. J'essaie de la peindre, certes. Mais vous parliez de ma vie au sens propre. Ma vie au sens propre est simplement une vie à la dérive, aller de bar en bar et boire. Mon moteur, c'est ma vie. Mon moteur, c'est que je suis un vieil homme, mais que je suis profondément optimiste sur rien. Comment peut-on être optimiste sur rien? Je puis l'être. Pourquoi? Le fait d'exister pour l'instant présent. Exister aujourd'hui me rend optimiste. Optimiste envers quoi? Rien. Je suis optimiste sur rien. Je suis né avec ce genre de nature optimiste. Je suis simplement optimiste sur rien. Quelle est la raison de la place primordiale de la bouche dans votre peinture? Ça, je peux vous l'expliquer. J'avais acheté un livre sur les maladies buccales à Paris il y a de nombreuses années. Les illustrations étaient très belles. J'aime la bouche parce qu'elle ressemble à une toile de Turner. On y trouve ces couleurs presque belles. On y trouve ces délicieuses vibrations de couleurs entre la langue, les lèvres, les dents, toutes ces choses. Francis, la plupart de vos bouches sont noires. Je n'ai jamais été capable de les réussir pleinement.
Voulez-vous me raconter l'histoire de la chair dans la peinture, Francis? Ingres était peut-être le plus grand peintre de la chair féminine. On lui doit les plus belles images sur ce sujet, à mon avis. Je pense qu'elle compte parmi les plus belles. Il s'agit probablement, et de façon curieuse, des corps les plus sexuels que l'on trouve dans la peinture. Il est fort douteux qu'un homme qui n'aime pas la chair féminine soit capable de peindre un sujet aussi beau qu'un bain turc. Et ressentez-vous la même chose quand vous peignez? Je ne fonctionne pas comme vous dans la vie. Et naturellement, mes attitudes sont différentes. Voulez-vous en parler? Eh bien, je puis en parler. Eh bien, parlons-en. Quelles sont vos différences? J'aime les hommes. La chair de l'homme est très intéressante, bien sûr. Elle m'a toujours attiré. Mais c'est différent en même temps. Qu'est-ce qui vous attire chez les hommes? J'aime bien les hommes. J'aime leur cerveau, j'aime la qualité de leur chair. Vous aimez visiblement les hommes de Michel-Ange. Je pense que tout son art culmine dans ses dessins. Ce sont à mes yeux les plus beaux dessins qui existent. Vous avez dit, enfin j'ai lu que vous disiez qu'il transcrivait l'aspect le plus expansif. Vous le disiez mieux, vous disiez... Je vais vous dire ce que je disais. Je pense qu'il exprimait la plus grande volupté masculine. La volupté, oui. Il a rendu la volupté du corps humain mieux que quiconque. Ne croyez-vous pas que cela est quelque peu... La volupté, c'est tout ce que nous voulons. Oui, je sais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Joli mot, non? Oui, absolument merveilleux. En fait, nous voulons vivre dans un état de volupté. Comme vous avez raison, quelle qu'elle soit. Le reste n'est que reniement. Quoi que ce soit. Le reste n'est que reniement. Le fantasme ne vous intéresse pas, non? Non. Ah, moi non plus. Le fantasme ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Eh bien, qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est ce qui existe. Êtes-vous réel? L'êtes-vous? Vous êtes réel selon moi. Vous voici Melvyn Bragg. Vous êtes absolument réel pour moi. Vous voilà en chair et en os, devant moi. Comment allons-nous reproduire cela? C'est réel. Comment exprimer cela dans un autre art? Pourquoi en voyez-vous la nécessité? Voilà qui est intéressant. Pourquoi le voulez-vous? Parce que je veux... Vous devriez dire, pourquoi le voudriez-vous? Je veux être capable de transcrire par une autre forme d'expression la réalité d'une image qui m'excite. Santé. Santé, Francis. Pourquoi désirez-vous faire cela, Francis? Parce que j'aime le faire. C'est pour cela qu'il se trouve que je suis peintre et c'est tout. Bacon passait ses après-midi au Colony Room, un bar de Soho. Il le fréquentait depuis que Muriel Belcher l'avait ouvert en 1949.
J'aime voir beaucoup de gens, même si je ne les connais pas. Observer les changements de leur physionomie, leurs mouvements, et toutes ces choses sont manifestement très importantes pour moi. C'est un endroit que vous fréquentez beaucoup? Oui, parce que je viens ici depuis l'ouverture. Je n'avais jamais rencontré Muriel avant. Et on s'est très bien entendu. Et elle m'a dit, Francis, je ne veux pas que tu travailles ici, mais amène des gens que tu connais ou qui aimeraient venir. Tu auras droit à 10 livres par semaine et toutes tes consommations gratuites. Ce qui m'a beaucoup aidé. C'était un endroit populaire du vivant de Muriel. Tout à fait. Mais les gens venaient et étaient très libres et semblaient perdre leurs inhibitions. Cela ressemblait à une espèce de bain dans lequel ils oubliaient ce qui pouvait les inhiber. Et c'était très vivant et très amusant. Je ne mets jamais de maquillage. Va te maquiller, vieille vache. Je ne fais pas partie de ces vieilles folles qui se peinturlurent. Toi, tu peux te maquiller si tu veux. Mais c'est complètement démodé. Il y avait un club merveilleux de l'autre côté de la rue, le Gargoyle, où les gens échouaient en venant d'ici. Et ensuite, dans le secteur rasé à la suite des bombardements, il y avait un endroit très agréable où on pouvait atterrir vers 4 heures du matin et se faire servir du thé et des sandwichs au bacon, ce genre de choses. C'était ouvert toute la nuit. C'était une vie très agréable. Mais tout cela est mort maintenant, c'est le passé. Je connaissais beaucoup de gens qui venaient ici. Et par exemple, pour mes portraits, il s'agissait presque toujours de gens que je connaissais très bien. Et j'en ai fait un, par exemple, d'Isabelle Rawsthorne. C'était une très belle femme et je l'aimais beaucoup. Tous les gens que j'ai peints sont en fait soit des personnes rencontrées dans des pubs, soit des gens que je connaissais. Mais vous savez, je les peins en général de mémoire, en me référant à des photographies. Mais je ne les peins pas à partir de photographies, c'est plus comme un moyen de référence qui me dispense de les avoir ici. C'est pour cette raison que je peins toujours des gens que je connais très bien, parce que je connais la morphologie de leur visage. Et dans mes portraits, j'espère toujours représenter l'image de leur tête, vous savez, plutôt qu'un portrait au sens littéral. Il ne sert à rien de faire un portrait s'il ne ressemble pas à la personne. Mais le véritable problème est de réussir à le remodeler pour qu'il restitue l'apparence de l'individu, sans pour autant être une simple illustration. J'ai fait un grand triptyque de John. Et c'est un de mes portraits qui me paraît avoir réellement fonctionné. Par endroits, il est très déformé, mais néanmoins, je pense qu'il lui ressemble. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ces triptyques? Je n'ai aucune idée quant au pourquoi de ma série de triptyques. Je pense que c'est l'image issue de la confrontation d'images, bien que ce ne soit pas le cas dans ces portraits de John. Ils sont liés entre eux du fait qu'il s'agit de la même personne. Cela vient peut-être d'avoir vu beaucoup de films. C'est sans doute cela qui m'a donné l'idée de réaliser des triptyques. Je ne sais pas vraiment comment ça a commencé.
Pourquoi cela viendrait-il du cinéma plutôt que de l'imagerie religieuse? Cela pourrait venir de là. Cela aurait pu venir des œuvres pieuses, parce que je m'y intéressais beaucoup quand j'étais jeune. Le retable d'Isenheim de Grunwald est magnifique, et certaines de ses crucifixions également sont remarquables. Celle notamment qui se trouve à Berne. Mon goût pour les triptyques pourrait tout à fait venir de ces œuvres. Mais les petits s'apparentent plus aux photographies de police, de profil, de face et de gauche à droite. Et le profil droit à gauche et le gauche à droite. Ils s'apparentent plus à cela. Faire des portraits était une décision consciente? Non, je n'aime pas vraiment faire des portraits. J'en fais uniquement à l'occasion. J'en ai fait une quantité de moi, non parce que j'aime mon visage, je le hais, mais parce que je ne disposais de personne d'autre sur le moment. C'est l'unique raison. Mais je n'aime pas vraiment peindre des portraits. Lorsque vous peignez, représentez-vous d'une façon ou d'une autre un état émotionnel? Je pense notamment à ces portraits après la mort de George Dyer qui paraissent extrêmement tragiques. Je suppose que l'on ne fait que colorier l'état psychologique du moment. Mais n'étant pas un peintre expressionniste, ce doit être inconscient. Je ne cherche pas à exprimer quelque chose. En peignant ces autoportraits, je n'essayais pas de transcrire le chagrin après le suicide de quelqu'un ou quelque chose de cette nature. Mais il est possible que cela soit apparu à mon insu. Ce qui s'approcherait le plus de raconter une histoire dans toute votre œuvre est, je crois, un triptyque de George Dyer. Certes, c'est ainsi que ce triptyque a été trouvé, comme vous le savez. Et de ce point de vue, c'est probablement ce que j'ai fait qui se rapproche le plus de raconter une histoire. Vous avez dit qu'une des raisons pour laquelle vous vous prenez comme modèle, c'est que vos amis mouraient autour de vous comme des mouches. Il est certain que beaucoup de gens que je connaissais sont morts. C'étaient de gros buveurs en général. Et peut-être que cela y a contribué, je ne sais pas. C'est le fait de vieillir. La vie autour de vous ressemble de plus en plus à un désert. Pensez-vous beaucoup à la mort? Je n'y pense pas trop. Enfin, je pourrais dire qu'on en a toujours conscience. Elle vous attend au coin de la rue. Mais je n'y pense pas, parce qu'il n'y a rien à en penser. Quand votre heure a sonné, elle a sonné, et c'est tout. Mais vous possédez un sens aigu de la mortalité, non? Vous ne croyez pas que c'est le cas de tout le monde? Non, je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde. Vous avez expliqué il y a quelque temps que très jeune, vous aviez conscience de l'aspect précaire et fugitif de la vie, et que cela ne vous avait jamais quitté. Eh bien, je le ressens certes profondément. Mais je pense que lorsqu'on apprécie beaucoup la vie, il s'agit de la même pièce, vue côté pile ou côté face. En quittant le Colony Room, Bacon se rend en général dans un casino de Soho. Le jeu a toujours joué un rôle majeur dans sa vie, tout comme le hasard et la chance dans sa peinture. $17 black. J'aime l'atmosphère des casinos. Vous parlez à des gens au bar, et l'excitation est toujours présente, qu'ils gagnent ou non. Et le désespoir de ceux qui ont tout perdu dans un espace très concentré. Je crois que vous jouez à la roulette en général, non? Oui. Pourquoi? Eh bien, on dit qu'il n'y a pas plus bête comme jeu. Et les probabilités y sont contre vous plus que dans n'importe quel autre jeu.
Mais si votre numéro sort, vos gains peuvent être très rapides. Je perds gros en définitive. En fait, je dois faire partie de l'humus idéal pour les casinos. Ils adorent accueillir des gens qui perdent tout le temps. Je me souviens qu'il y a longtemps, il y avait un casino qui a disparu depuis, dans Curzon Street. Et j'avais fini par connaître le propriétaire. J'y étais allé une ou deux fois et j'avais gagné ou perdu un peu. Et le type vient me dire « Ne t'inquiète pas pour le crédit, Francis, tu pourras toujours payer par chèque. » Eh bien, ça a mal tourné pour moi et j'ai perdu presque 40 000 livres. Et je ne disposais certainement pas d'une telle somme à l'époque. Et cela m'a pris des mois et des mois pour rembourser cet homme. Le jeu est-il un risque pour vous? Pensez-vous que le danger qui y est attaché soit nécessaire pour votre peinture? Je ne crois pas. Je crois que le mot est trop fort. Pour moi, le risque, ce sont les gens qui prennent de vrais risques, ceux qui risquent leur vie. Pour moi, il n'y a pas de vrais risques dans le jeu. Il s'agit donc d'une autre forme de chance que celle dont vous parlez dans votre peinture. Tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer la distinction alors? L'accident en peinture est un accident sur lequel vous pouvez agir. Si le hasard se présente, vous pouvez l'exploiter et le développer, alors qu'au jeu, vous poussez vos mises à chaque tour de roue sans vraiment pouvoir y faire quelque chose. Ce qui se dégage irrésistiblement de votre œuvre, c'est que l'expérience qui vous importe le plus est l'expérience des autres êtres humains. Est-ce exact? Oui, oui, c'est de loin le plus important. Quand vous représentez deux personnes, elles sont presque toujours accouplées. Mais êtes-vous intéressé par les gens dans le cadre d'une autre relation? Oh, certainement. Il se trouve juste que je ne les peins pas, ou que je ne suis pas capable de les peindre. En particulier parce que les accouplements, ou ce que vous appelez accouplement de deux personnes ayant des rapports sexuels, font partie des choses dont ils parlent le moins dans le cadre d'une conversation. Je ne suis pas à proprement parler un artiste de la conversation. Je ne représente pas des conversations. Et les accouplements sont une façon d'aller droit au but. Parce que toutes les conversations qu'ils pourraient avoir risquent d'être très courtes. Peut-on dire qu'il s'agit d'accouplements violents? Seriez-vous de cet avis? Je suppose que la plupart des accouplements sont violents. Enfin, ils le sont plus ou moins. Mais quand vous éjaculez, ils deviennent violents, peut-être. S'agit-il de cette violence-là dans vos tableaux? Probablement, je le pense. Mais en vérité, je n'en sais rien. Je veux dire, cet accouplement, ce sont des personnages qui s'accouplent, mais je ne sais pas s'ils sont violents pour les autres. Est-ce que, d'une certaine façon, vous ne cherchez pas à représenter vos couples dans leur animalité? Naturellement, nous sommes des animaux. Nous ne sommes qu'une partie de la vie animale. Mais cela ne vous conduit-il pas à penser qu'il n'y a pas grand intérêt à essayer d'améliorer la condition humaine? C'est votre avis? Je ne suis pas à proprement parler une âme charitable. Je suppose que l'on veut améliorer la vie et qu'il faut le vouloir. Je n'aime pas penser à la souffrance humaine, mais elle existe, car l'homme se reproduit à une telle vitesse qu'il est obligé de souffrir. Lorsque vous peignez, cherchez-vous à savoir si le tableau parlera en termes de douleur ou de plaisir? Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que cela entre dans le processus de la création? J'espère que mes toiles présentent un reflet de la réalité, ou d'une recréation de la réalité. Mais on peut penser que la réalité, ou presque toute la réalité, est douleur. Quand je dis que la réalité est douleur, je ressens que si vous voulez saisir quoi que ce soit de réel en peignant et en produisant des images, elles seront douloureuses. Je pense que si quelque chose est fort, les gens pensent que c'est douloureux. Je ne crois pas que mes productions aient quelque chose à voir avec la douleur, en fait. Êtes-vous surpris que vos tableaux aient autant de succès? Très. Oui.
Je suis surpris, je n'aurais jamais cru en vendre un seul. J'ai toujours pensé que j'aurais dû changer de boulot, mais c'est la chance.